Bonsoir, merci de nous rejoindre pour votre édition du week-end du journal de la rédaction de TV Fil. Nous sommes le vendredi 25 mars, voici les principaux titres. Alors que les élus ne cessent de dénoncer le désengagement financier de l'État sur le plan local, ils doivent plancher sur l'élaboration de leur budget pour l'année à venir. Jeudi soir se tenait le conseil communautaire de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, retour sur les premiers arbitrages. Organisée chaque année depuis 17 ans par l'association Planète Science Île-de-France, la rencontre régionale des trophées de robotique permet à des jeunes âgés de 7 à 18 ans venant de divers horizons de travailler en équipe et de construire eux-mêmes des robots philo-guidés originaux. La finale se déroule ce samedi à Montigny, nous en parlerons avec nos invités. Et comme chaque vendredi, retour tout à l'heure sur les faits importants de l'actualité depuis le début de la semaine. Élection législative dans la 2e circonscription des Yvelines, premier signe tangible du rapprochement du département avec les Hauts-de-Seine ou encore journée mondiale de la trisomie. Nous débutons avec cette information, la condamnation de 3 hommes et une femme. Ils ont entre 19 et 24 ans et viennent d'être condamnés donc par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir préparé depuis Trappes leur départ pour la Syrie au lendemain des attaques de Charlie Hebdo. C'était donc en janvier de l'année dernière. Des peines de 3 à 5 ans de prison ont été prononcées. La réunion à présent, hier soir, jeudi, des élus de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, un conseil communautaire presque entièrement dédié au budget primitif de 2016. Quelles sont les premières décisions et comment se positionnent les élus minoritaires des communes de gauche, eux qui viennent d'obtenir du tribunal administratif l'annulation de l'élection du président et des vice-présidents. Une nouvelle élection devrait donc se tenir dans les prochains mois. Le reportage de Florane Parfait. Une minute de silence pour commencer cette réunion, un hommage aux attentats survenus à Bruxelles mardi 22 mars, avant de laisser place aux échanges concernant le budget 2016 de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Premier vote avec les 12 communes, dans un contexte compliqué de baisse des dotations de l'État. Nous avons encore dû trouver près de 6 millions d'économies. Alors nous l'avons fait sans aucun problème, avec enthousiasme aussi, parce que nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de servir les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines et les entreprises. Donc première chose, nous l'avons fait sans augmenter les impôts. Donc aujourd'hui, pas d'impôt sur les ménages, pas d'impôt sur les entreprises. Adopté à 47 voix contre 24, le budget principal donne la priorité au développement économique. La politique de désendettement se poursuit et plus de 72 millions d'euros seront alloués à l'investissement. Il n'y a pas d'orientation de définie, il y a des baisses dans des domaines qui peuvent toucher très directement les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je pense aux associations, je pense au social, je pense également à la culture, comme d'ailleurs l'année dernière. Et donc moi ce que je dirais, c'est que ce budget qui aurait dû être un budget collectif, un budget pour préparer l'avenir, est devenu finalement un budget où au lieu d'être 12, on était 12 moins 4 communes totalement mis de côté. Un budget de transition car les 5 nouvelles communes de l'agglomération sont intégrées dans ce budget à titre prévisionnel. Jusqu'à présent, les communes gardent entièrement leurs recettes. Donc c'est tout le travail qui sera fait au cours de cette année 2016, définir les compétences et surtout le périmètre des différentes compétences. Et c'est là qu'on va savoir ce que nous allons garder, ce que nous allons diminuer, qui va nous permettre ensuite, à travers des transferts financiers des communes vers l'agglomération ou de l'agglomération vers les communes, de pouvoir enfin, pour l'année 2017, avoir un vrai budget à 12. Pour un budget à 12, il faudra donc attendre 2017 à Saint-Quentin-en-Yvelines. La JDC, la Journée Défense et Citoyenneté, concerne chaque année 800 000 jeunes régulièrement contestés. Elle fait l'objet d'une attention particulière depuis les attentats, quelques jours après le nouveau drame qui a endeuillé la Belgique. Cette fois-ci, nous avons voulu savoir comment elles se déroulaient, ces différentes journées, et le message qui était véhiculé, diffusé. Le reportage de Sephora Namani. Aurélie s'initie à la conduite de 2 roues sur simulateur. Elle fait partie des 50 appelés à participer aux ateliers de sécurité routière mis en place depuis le début de l'année 2016 dans le cadre de la journée de défense et citoyenneté. Cette journée constitue la 3e étape du parcours de citoyenneté après une sensibilisation en classe à la défense et un recensement en mairie dès l'âge de 16 ans. Ça nous a permis aussi
de comprendre le fonctionnement du code de la route et puis de voir que derrière nos vies, il y avait quand même beaucoup de choses face à la défense du pays. Ce dispositif de journée de défense citoyenneté permet aux jeunes aujourd'hui de bénéficier d'une explication des enjeux de défense et de leur rappeler qu'ils ont des droits et des devoirs en qualité de citoyens. La journée de défense et de citoyenneté remplace depuis 2011 la journée d'appel de préparation à la défense, elle-même instituée pour se substituer au service militaire supprimé en 1997 par Jacques Chirac. Les deux grands objectifs de cette journée n'ont quant à eux pas changé. Le premier consiste en une explication des enjeux de défense et puis cette JDC répond à un deuxième objectif. Le deuxième objectif consiste en un volet cohésion sociale puisque la JDC permet de détecter des jeunes qui soient en difficulté de lecture ou des jeunes qui seraient éventuellement en situation de décrocheur. Cette journée était associée pour l'occasion à la Journée nationale des réservistes, une journée pour renforcer le lien armée-nation et expliquer l'engagement des réservistes au quotidien. En France, chaque année, près de 800 000 jeunes Français accomplissent leurs devoirs en participant à la journée de défense et de citoyenneté, une journée qui pourrait être remaniée à l'avenir au regard des événements de ces derniers mois. Nous passons à l'entretien à présent de cette édition du vendredi. Samedi se déroulera la nouvelle édition de la rencontre régionale des trophées de robotique. Ce sera à Montigny-le-Bretonneux, à la ferme du Manet, à partir de 10h30. Pour en parler en plateau, Paula Bruzon-Rouget, directrice adjointe de Planète Science Île-de-France. Bonsoir à vous. Bonjour. Et bonsoir également à Véronique Raz, directrice de l'atelier Canopée des Yvelines. Bonsoir. Bienvenue donc toutes les deux sur le plateau. Pour débuter, peut-être quelques mots sur la manifestation. Elle existe depuis 17 ans. Elle s'adresse aux 7-18 ans, donc aux plus jeunes. Ça consiste en quoi? Alors, c'est une valorisation avant tout. C'est la valorisation de travaux qui ont été réalisés tout au long de l'année par des jeunes, donc effectivement de 7 à 18 ans, qui ont travaillé soit en classe, soit dans un club, soit voilà, dans des ateliers en équipe, tout au long de l'année, sur un cahier des charges qui est national, qui est celui de la Coupe de France de robotique et qui est aussi celui du trophée. Robots, voilà, voilà. Des petits robots, on voit des images des éditions précédentes. Voilà, tout à fait. Et du coup, ces robots-là sont construits par les jeunes en entier, donc toute la mécanique, toute l'électricité et puis éventuellement aussi la programmation. Du coup, ils doivent réaliser un certain nombre d'actions. Donc, il y a des actions par thématique. Cette année, c'est la thématique de la plage. Donc, les robots, ils vont devoir étendre des serviettes, pêcher des poissons, construire des châteaux de sable, etc. Donc, il y a un cahier des charges, mais chacun est libre un petit peu d'élaborer son propre robot. Ils auront tous des apparences différentes. Oui, tout à fait. Ils peuvent faire comme ils veulent du moment qu'ils réalisent les actions, parce que ça leur apporte des points. Ils peuvent ne pas réaliser l'ensemble des actions. Ils choisissent certaines actions. Donc ces jeunes sont encadrés par des professionnels pendant plusieurs mois? Certains oui, d'autres non. Il y a des équipes qui sont presque autonomes parce qu'ils sont jeunes. Ils ont décidé jeunes. De s'inscrire toutes seules au concours. Tout à fait, parce qu'ils ont 16-17 ans et ils peuvent le faire d'eux-mêmes. Et il y en a certains qui sont avec leurs enseignants ou avec des parents. Donc les épreuves, vous nous avez dit cette année, étendre des serviettes, des choses comme ça. Il y a des surprises quelquefois? Oui, il y a une funny action. Donc chaque année, on essaye de réaliser des actions qui vont permettre des défis pour les équipes et que ce soit rigolo. Donc c'est rigolo. Et pour ceux qui participent et ceux qui viennent y assister, puisque c'est ouvert pour le grand public, c'est à partir de 10h30 à la ferme du Manet, à Montigny-le-Bretonneux. Et juste en dehors des actions des équipes, il y a aussi un certain nombre de partenaires qui seront là et du coup qui feront des animations supplémentaires. Toute transition qui est toute trouvée avec l'atelier Canopée des Yvelines, puisque vous êtes venu justement avec les quelques robots qui vont être présentés. Déjà, Canopée 78, une petite présentation. Alors, l'atelier Canopée des Yvelines, situé à Marly-le-Roi, c'est la structure départementale qui dépend du réseau Canopée, opérateur du ministère de l'Éducation nationale, ex-Centre national de documentation pédagogique. Donc vous serez présent sur cette compétition, parce que c'est une compétition, on va y revenir tout à l'heure, mais il y a un vrai concours entre équipes, et vous allez présenter plusieurs robots? Voilà, donc nous sommes présents en tant que partenaires sur la partie atelier, et nous allons proposer aux familles, aux jeunes, aux plus jeunes, là vous voyez les robots, ce sont des robots qui, en particulier la petite abeille, qui s'adresse à des enfants dès la maternelle. Il y a le Bibot, c'est ça? Voilà, la Bibot, c'est la petite abeille. Alors c'est pas un robot, c'est un automate pour les enfants c'est important. Donc ça s'adresse à des enfants à partir de 4-5 ans, mais jusqu'à la fin de l'école élémentaire, on peut tout à fait l'utiliser. Et donc sinon on présentera Timio. Alors Timio qui lui est un véritable. présenter
À la caméra. Non, il suffit de regarder en face de vous, juste en face de vous, ou je vais vous le prendre. Voilà. Je vais vous l'emprunter. Voilà. Merci. Et donc ce modèle? Alors ce modèle, ça c'est Timio, c'est un véritable robot qui a été développé par le PFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. C'est un robot pour l'éducation. Et pourquoi est-ce que c'est un robot? Parce qu'il a de véritables capteurs. Donc vous avez les capteurs sur le dessus, les capteurs devant, des capteurs qui permettent de détecter des obstacles et qui permettent de tourner lorsqu'il voit un obstacle ou de s'arrêter. Et ce sont surtout des robots qui existent en mode préprogrammé. Par exemple là, voilà, quand il est en vert, si vous appuyez sur le bouton rond. Est-ce que je vais réussir à m'en servir? Voilà, exactement. Oui. Si les enfants de 6 ans y arrivent, j'aimerais pouvoir m'en sortir. L'intérêt de ce robot, c'est que justement, on va mettre les enfants en démarche d'investigation. C'est eux qui vont découvrir comment fonctionne, ils vont découvrir les capteurs. Et donc là, je vous laisse essayer de découvrir comment faire avancer le robot. Ça, c'était pas prévu. Je pense que avoir une petite séquence sympathique. Non plus. Tant que c'est rouge, j'imagine qu'on peut pas. C'est très compliqué. Hein. Alors je vous rappelle, il y a des capteurs. Vous avez des capteurs un petit peu partout. Je ne cache pas qu'on est en train de se moquer de moi dans l'oreille. Avec les capteurs. Voilà, avec les capteurs en vert. Donc les enfants l'appellent le petit chien parce qu'évidemment, là, vous voyez, il va nous suivre. Et on a plusieurs modes. Donc c'est pour changer de mode. Voilà, pour changer de mode. Si maintenant je le mets en mode jaune. Là, il est autonome aussi. Voilà, il va être autonome. Voilà. Alors derrière tout ça, l'apport pédagogique, parce que forcément les enfants doivent tout de suite s'y intéresser, mais derrière, alors on leur apprend quoi? La découverte des sciences, puisqu'on est en démarche d'investigation, on essaye de comprendre comment fonctionne cet objet technologique. Et ensuite, la deuxième partie, ça va être la programmation, parce qu'ensuite, on va le brancher sur l'ordinateur et il y a un environnement complet, un environnement qui est libre, c'est un logiciel libre, qui va permettre aux enfants de programmer chacun des capteurs. Et donc d'en faire un véritable robot qui va pouvoir être utilisé soit dans des challenges, soit on peut les faire se suivre aussi si on le souhaite. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a des empreintes de Lego. Donc on va pouvoir utiliser des engrenages, on va pouvoir le faire marcher. Et pour les élèves, c'est aussi, je parle d'élèves parce qu'on les utilise à l'école, puisqu'à la rentrée 2016, la programmation, le codage, l'algorithmique et la programmation rentrent officiellement dans les programmes dès l'école maternelle. Et ce sera donc dès le début de la maternelle, les enfants vont pouvoir utiliser tout ça? Au début de la maternelle, on va utiliser les petites abeilles. Et justement, comment marche la petite abeille? Parce que là, vous avez ramené aussi un petit tapis qui va avec. Voilà, donc un petit tapis. Alors, quand on est à l'école, souvent, ce sont les enseignants qui créent leur propre tapis avec les enfants. Donc, là, il va falloir faire se déplacer l'abeille. Par exemple, si je veux qu'elle aille voir le petit moineau, je vais avancer d'une, 2, 3 cases, je vais tourner à gauche et avancer d'une case. Donc je vais programmer. D'accord, ensuite on le programme, il va se déplacer tout seul. Et j'appuie sur Go, et normalement, si je ne me suis pas trompée... Voilà, comme ça vous voyez, c'est magique tout ça. Forcément, les enfants doivent tout de suite y trouver un intérêt. En tout cas, ça focalise l'attention. Bravo, vous avez réussi l'exercice. C'est niveau 5 ans, c'est ça, là 4-5 ans 4 ans. En même temps, je n'ai pas réussi tout à l'heure à faire marcher l'autre, donc c'est pas mieux. Pour le concours, c'est la même chose. Le but, c'est d'apprendre des techniques, mais aussi de montrer aux enfants qu'on peut travailler ensemble, en équipe, autour de tout ça. Oui. Pourquoi pas plus tard susciter des vocations? Tout à fait. Et c'est tout à fait l'idée. Et donc, du coup, on travaille souvent, c'est la démarche en fait qu'on applique au réseau Planète Science. On a un réseau national. Et l'idée, c'est vraiment de développer des projets en équipe dans une démarche expérimentale qu'évoquait Véronique à l'instant. Donc là, il y a la partie pour les démonstrations, les différents ateliers qui auront lieu en marge du concours. Si on revient sur le concours, comment ça va se passer? Il y a des manches, il y a des finales. Qu'est-ce qui est éliminatoire? Quelles sont... Alors, ça commence à 10h30. Donc, avant 10h30, les équipes vont arriver. Mais elles auront du temps pour homologuer leur robot. Donc, ils arrivent. Il va falloir que les arbitres vérifient que ça correspond bien au cahier des charges. Et on va les aider pour pouvoir Parce que sinon, là, c'est correspondre. La déception, hein. Plusieurs mois de travail oui, pour... tout à fait. Donc, on a un atelier pour leur donner un coup de main pour finaliser le robot. Si jamais il y a le robot qui est trop large, quelque chose qui ne va pas, qui s'est cassé pendant le voyage. Du coup, ils vont travailler dessus. Et par la suite, à 10h30, il va y avoir les premières manches. Donc, il y a 3 manches. Et ensuite, il y a les 8e, les quarts, les demi-finales et les finales. Et il y aura une remise de prix à 18h.
18h. Et là, on est sur l'épreuve régionale. Il y a encore une finale après qui est nationale. Tout à fait. Donc, il y aura des équipes qui seront qualifiées à la finale nationale qui aura lieu à Saint-Quentin, mais dans l'Aisne. Et eux, ils vont partir donc, pour une finale qui va durer 2 jours, le 9 et le 10 avril. Et par la suite, il y aura aussi une finale internationale. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'elle va avoir lieu pour le moment, mais en tout cas, il y aura une finale internationale Eurobo. Et en général, l'Île-de-France, le département des Yvelines se débrouille bien sur cette alors, il y a assez peu d'équipes yvelinoises. On a envie de développer ces choses-là, surtout sur le territoire de Saint-Quentin. On aimerait bien développer plus d'équipes, parce que les équipes, elles viennent de partout dans l'Île-de-France. Hein, donc, voilà. Mais ça change d'une année sur l'autre. Voilà. Et ça marque la fin de l'entretien. Voilà, très bien. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Donc en plateau, nous parler de tout ça, vous vouliez juste ajouter? Oui, juste ajouter que justement sur les Yvelines, on a des challenges qui sont en train de se mettre en place. Un challenge sur Saint-Quentin qui s'appelle Skyrob et qui touche l'ensemble du bassin d'éducation de Saint-Quentin et qui se terminera par une rencontre le 26 mai au Palais des Sports d'Elancourt, donc qui touchera 22 classes de la communauté d'agglomération. Et le conseil départemental qui a lancé un challenge qui s'appelle Robotique et qui touche 3 collèges, un d'Elancourt, un d'Orgerus et un de Benne, et dont la finale aura lieu le 13 juin. Donc je pense que l'année prochaine, les équipes yvelinoises feront pourront participer à ce concours, à ce trophée de robotique, les finales régionales pour l'Île-de-France qui se déroulent à Montigny-le-Bretonneux à partir de samedi 10h30. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions au début de semaine prochaine. Merci à toutes les deux. Merci. Nous poursuivons ce journal avec la reprise des grandes eaux musicales à Versailles, un spectacle qui perdure depuis maintenant 350 ans. On est loin des différents robots qu'on a vus tout à l'heure. Depuis Louis XIV, le reportage sur les dernières répétitions avant l'arrivée des visiteurs, c'est avec Mickaël Elmidoro. 1666, Louis XIV inaugure les premières grandes eaux de Versailles sous le regard de son jardinier André Le Nôtre et de sa cour. 350 ans plus tard, les 55 bassins et fontaines et 600 jeux d'eau font toujours la fierté de la cité royale. Chaque printemps, les 15 bosquets s'ouvrent au public. 72 représentations musicales seront programmées dans les jardins de ce vendredi 25 mars jusqu'à la fin octobre. Pour moi, c'est un spectacle à part entière qui en plus nous permet de découvrir les bosquets. Comme vous le savez, les bosquets sont autant de petites pièces dans les jardins de Versailles, comme des salons de verdure que l'on peut découvrir grâce à ces grandes eaux. Et on peut aussi admirer ces fontaines qui sont toutes différentes. Donc on a le mélange des arts très chers à Versailles, les sculptures, les eaux, le dessin des jardins. Le charme des grandes eaux musicales provient également du mécanisme des fontaines. Les 35 km de canalisation hydraulique sont restés inchangés et les méthodes pour les actionner datent également du XVIIe siècle. La préoccupation principale des gens, c'est de savoir comment ça fonctionne, parce que les gens pensent que tout fonctionne avec des pompes. Donc à ça, on dément complètement. C'est encore le système comme sous l'époque du roi. C'est un système gravitaire. Il n'y a pas du tout de pompes qui font fonctionner les fontaines. Les grandes eaux musicales de Versailles attirent entre 10 000 et 12 000 visiteurs par jour. Comme chaque vendredi, nous passons à présent à l'essentiel de l'actualité, le zapping des sujets développés dans ce journal depuis lundi. C'est une élection sans surprise. Ce matin, Patrick Devidjian a été élu président du conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Pierre Bédier a pris ses fonctions de vice-président de cet EPI qui aura son siège dans la commune de Vélizy, symbole de la jonction entre les deux départements. Vous avez obtenu 72,25% des suffrages contre 27,75% pour votre adversaire. Vous vous attendiez à cette issue ? Non, je m'attendais à une issue favorable vu les éléments du premier tour, mais pas à autant d'électeurs qui nous aient fait confiance. On n'imaginait pas dépasser les 70%. C'est une déception pour 2 points. Le premier, c'est la non-mobilisation de l'électorat, puisque uniquement 26% des électeurs se sont rendus aux urnes. Comme je disais déjà la semaine dernière, c'est vraiment l'échec de notre système démocratique qu'il faut vraiment commencer à le repenser en profondeur. C'est un signe pour une espérance en fait pour 2017, mais je pense que le constat en fait est à l'opposé de ce que dit Tristan Jacques. Je pense que si le gouvernement est sanctionné, c'est pas parce qu'il a porté la loi El Khomri, c'est simplement parce qu'il n'a pas de vision et parce que la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain.
Aujourd'hui, lundi 21 mars, c'est la journée mondiale de la trisomie 21, une journée pour sensibiliser le public à cette maladie. Pour nous en parler, Christian Lecoq, président de l'antenne départementale des Yvelines de l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21, ouverte à Montigny-le-Bretonneux il y a un an. Mercredi 23 mars, journée célébration à l'Ipanema du plateau de Saclay. Depuis le 1er mars, cette plateforme de recherche européenne dédiée à l'étude des matériaux anciens est devenue partenaire de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Pour l'occasion, le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur a fait la visite du laboratoire. Le département doit obligatoirement réaliser 224 places supplémentaires ainsi qu'au moins 2 aires de grand passage d'ici 2019. Sur la route nationale 10, dans la commune des Essarts-le-Roi, un terrain proche de l'actuelle aire d'accueil est envisagé. Ce projet est loin de faire l'unanimité. En décembre, une pétition contre cette implantation a été mise en place. La police municipale de Voisins-le-Bretonneux sera-t-elle bientôt armée? Le débat a été lancé par Olivier Afonso, conseiller municipal d'opposition lors du conseil municipal du 16 février. Je pense d'abord à nos policiers municipaux parce que c'est d'abord eux qui se retrouvent face au danger. C'est pas nous les élus, c'est la police municipale qui se retrouve face aux terroristes. Le terroriste ne choisit pas, il ne réfléchit pas 2 secondes si c'est un policier municipal ou si c'est la police nationale. C'est un sujet qui a déjà été soulevé à Voisins il y a quelques années et le maire à l'époque avait fait une demande à la préfecture qui a été refusée. Aujourd'hui, je pense que la question mérite d'être reposée. Voilà. Ceci dit, moi je suis assez mesurée quand même sur le sujet. Il y a eu quelques modifications qui ont été faites, néanmoins l'essentiel des réformes rétrogrades qu'elle comprend, à savoir la possibilité pour un patron de diminuer arbitrairement le salaire, la possibilité d'augmenter le temps de travail sans augmentation de salaire, la possibilité de radier les 11 heures de pause toutes les 24 heures de travail, tout ce qui fait la qualité rétrograde de cette loi est toujours présente. L'équipe de France des moins de 20 ans était à plaisir pour participer au tournoi international junior, une compétition qualificative pour les championnats du monde 2016 qui réunissait la Slovénie, la Macédoine et l'Israël. Après 2 victoires contre les Slovènes 30-29 et contre les Israéliens 44-16, la France jouait sa qualification contre la Macédoine ce dimanche, un match qu'elles ont dominé de bout en bout, score final 33-21. Voilà pour le résumé de la semaine. Un mot à présent des sujets que nous développerons à partir de mardi. Lundi étant férié, le prochain journal ce sera mardi à 18h. Il sera question notamment de la nouvelle mobilisation contre la loi travail. Le 31 mars, le mot d'ordre, ce sera tous dans la rue pour un retrait, dénonçant, je cite, une régression sociale. La CGT, Force ouvrière, la FSU, l'Union syndicale solidaire, l'UNEF, l'UNL, l'Union des lycéens, la FIDEL, également syndicat de lycéens, ont appelé à des grèves et à des manifestations. Ce sera donc le 31 mars. Et puis sur un plan plus local, nous parlerons également de la réouverture de la Cité des métiers. Le 1er avril, la Cité des métiers de Saint-Quentin en Yvelines, ce centre d'information et d'orientation situé à Trappes-Fait-Pont-Neuve. Nouveau projet, nouvelle direction. Les détails à suivre dans notre prochaine édition. À noter également à partir de ce week-end sur notre antenne un nouveau numéro du Café Politique. Je reçois au bistrot du Théâtre à Montigny-le-Bretonneux Jean-Pierre Sevestre, vice-président de Saint-Quentin en Yvelines en charge du sport, maire de Coignières, maire sans étiquette. Il occupe ce poste depuis maintenant presque un an après la démission de son prédécesseur Henri Pailleux, élu depuis 1986. Les 2 hommes ont d'ailleurs aujourd'hui des échanges plutôt compliqués. Écoutez cet extrait. Dès les premières semaines, lorsque j'ai pris le poste de maire de Coignières, M. Pailleux souhaitait participer également aux différentes réunions, aux différentes préparations qu'il pouvait y avoir pour notre intégration au sein de ce qui s'appelle maintenant Saint-Quentin en Yvelines. Et donc, ce que je ne souhaitais pas. Henri Pailleux, pendant 29 ans, a servi la commune d'une façon extraordinaire. Et donc, nos relations tendues me contrarient actuellement, bien sûr, mais je pense que lorsque une personne est restée aussi longtemps à la tête d'une commune, rester pour la suite, c'est très difficile. C'est très difficile, je pense, pour la personne qui souhaite rester, mais pour la personne qui le remplace. Pour le successeur aussi, c'est très difficile. Voilà, pour moi, c'est très difficile. Je pense que je dois assurer mon poste et donc mon prédécesseur aurait pu effectivement me donner des conseils, mais ça n'a pas été le cas. Ça a été plutôt des relations qui sont devenues tendues.
Jean-Pierre Sevestre qui sera aussi l'invité de Nicolas Kirillovitz sur Radio Sensation dimanche à 18h pour l'hebdo politique cette fois-ci. Je vous souhaite un très bon week-end pour vos sorties, vos loisirs. Dans un instant, le 7-8 week-end avec Sephora Namani à mardi donc pour le retour de l'actualité locale. Et n'oubliez pas de changer d'heure ce week-end à 2h. Il sera 3h dans la nuit de samedi à dimanche. Nous perdrons donc 1 heure à mardi.